Dans le placard sur une étagère haute, mais que j'atteignais en montant sur une chaise, ma mère déposait assez souvent une petite boîte de conserve ouverte contenant du concentré de tomate. De temps à autre, je trempais mon doigt dans cette gourmandise défendue, comme dans un pot de confiture, en évitant de toucher le pourtour tranchant. Entre la cloison du placard et le mur, formant un angle droit, et en partie derrière la porte de la cuisine, était fixée une solide étagère arrondie qui supportait le poste de radio Pison-Bros Skymaster, encore rare à l'époque parce que transportable, mais volumineux et assez lourd, que mon père avait dû acquérir comme occasion récente et qui ne quitta jamais son support dans la cuisine. Le matin, en hiver, les volets de la cuisine étaient encore clos lorsque je prenais mon petit déjeuner avant d'aller au collège de garçons du champ de manœuvre. Tout en mangeant, j'écoutais les chanteuses et chanteurs de l'époque sur Radio Alger. Parmi les chanteuses, Lucienne de Lille, avec son accent parigot et populaire, prolongeait la tradition de la chanson réaliste. Le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Et sa vie c'est un petit peu la nôtre, son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres, on dit qu'elle est petite main. Jacqueline François, à la voix claire et lisse, à l'articulation sans accent, était l'interprète agréable de différents succès du moment. Les chanteuses et chanteurs de cette époque contribuaient à la célébration de la poésie de Paris à travers des chansons évoquant la capitale et dont ils étaient tour à tour les interprètes. Plus tard, vivant à Paris, je pris en aversion cette poésie de pacotille. Les immeubles et les ponts encrassés furent ravalés, mais la Seine restait polluée par les déchets d'un capitalisme industriel galopant. Dans mon enfance et mon adolescence, un certain exotisme inversé me parvenait à travers ces clichés complaisants. Mick Michel, à la voix assez grave et un peu monocorde, participait de cet exotisme. J'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. À ces chanteuses, je préférais Édith Piaf plutôt que Juliette Gréco. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde. Ma préférence allait plus encore à la voix cristalline et délicate de Cora Vauquer chantant Trois petites notes de musique ou Dis, quand reviendras-tu de Barbara, ou encore la complète de La Butte dans French Cancan. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un... J'ai d'ailleurs écouté cette chanson à la radio bien avant de l'entendre dans le film de Renoir. De la butte sont dures aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Parmi les chanteurs de l'époque, aux effets vocaux de Gilbert Bécaud ou à la voix trop nasale de Georges Guettari, je préférais le chant de Rossignol de Luis Mariano. En passant vous fait signe et s'arrête.
J'ai trouvé l'autre jour notre maison déserte. En vain je t'appelais l'angoisse au fond du cœur. André Claveau, autre chanteur de charme, modulait diverses mélodies de sa voix de velours. Mouloudji, au timbre un peu ingrat, un peu plaintif, était très émouvant, dans Comme un petit coquelicot. Dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Charles Aznavour surmontait le handicap d'une voix blanche par la qualité émotionnelle et musicale de ses compositions. Je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé bien pleuré au creux de mon épaule. En dehors des séances de cinéma et des romans, les fictions dont nous disposions étaient celles diffusées ou rediffusées par Radio Alger. C'était surtout pendant les repas du soir que nous l'écoutions. Il s'agit des informations pour lesquelles mon père réclamait le silence, ou de pièces de théâtre enregistrées ou retransmises, assez souvent des comédies de boulevard parisiennes, quelquefois plus culturelles, et surtout des pièces policières, notamment la série de Pierre Billard, Les Maîtres du Mystère, avec son générique à la musique aiguë et inquiétante. Mais Radio Alger se limitait à retransmettre ce qui venait de Paris, chansons, pièces, etc., sans originalité locale. Je me souviens seulement du titre d'une émission assez courte, intitulée « En Alger il y a 100 ans », d'après des textes de Louis Bertrand, lorrain d'origine, jeune professeur en Algérie de 1891 à 1900, mort en 1941, et qui a beaucoup écrit sur ce pays. Ces textes étaient dits par la speakerine de Radio Alger. Assez régulièrement après le début des événements, la speakerine annonçait « Chers auditeurs, nous ne sommes pas en mesure de diffuser aujourd'hui un compte-rendu de la presse parisienne. » Le potager tout carrelé de blanc était composé d'un plan bas recevant la cuisinière à gaz et d'un plan haut libre, prolongé par un évier où mon père déposait les poissons pêchés le dimanche matin. La fenêtre était près de l'évier et si proche du palier que le laitier pouvait attraper la casserole que ma mère posait sur l'appui de fenêtre et la remplir avec son grand bidon de lait. Le laitier portait une blouse grise de maître d'école et un fez rouge à mèches noires. L'été, ou dès les grandes chaleurs, il ne passait plus et nous retournions au lait condensé, Nestlé ou Gloria. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de vaches en Algérie, et ce pays doit importer du lait. Nous mangions dans la cuisine sur une table plutôt étroite, recouverte de marbre gris. Quand nous nous disputions avec ma jeune sœur, nous nous traitions de tous les noms d'oiseaux, en nous envoyant quelques coups de pied par-dessous la table. La cuisine était petite et encore rapetissée par la place que prenait une cuisinière branchée sur une prise électrique au courant plus puissant, dite la force, et laissée par les précédents occupants américains. Nous ne nous en servions pas, si ce n'est pour poser la cage des canaris auquel tenait ma mère. La cuisinière électrique qu'il employait fut remplacée plus tard par un réfrigérateur, au fond à gauche dans cette image arrêtée. L'été, elle emportait la cage au cabanon pour continuer à nourrir et à soigner ces petits oiseaux. Si j'essaie de me souvenir de ce que nous mangions, ce sont les plats d'hiver qui me reviennent d'abord en mémoire, lorsque les vitres étaient embuées, pois cassés, choux farcis, lentilles avec des saucisses, gras doubles, et autres plats roboratifs préparés par ma mère. Elle faisait aussi des vols au vent, appelés sous d'autres cieux bouchées à la reine. Nous mangions bien sûr les poissons tout frais pêchés par mon père le dimanche matin, et aussi périodiquement le couscous, la paella, la fritanga. En été, les salades de poivrons cuits au four, débarrassées de leur peau et coupées en lamelles, imprégnées d'huile d'olive, étaient très appréciées. Nous nous délections également des coca préparés par ma grande-tante Isabelle, sœur de ma grand-mère maternelle. Quand elle faisait ce genre de chaussons ou pâtés croustillants garnis de tomates et de poivrons ou de blettes, il y en avait toujours une bonne partie pour ma mère et sa famille. Quand nous déjeunions chez ma grand-mère maternelle le dimanche, le poulet rôti était au menu, et surtout les pommes de terre rôties.
que mon père appréciait particulièrement. D'ailleurs, d'une façon générale, il aimait beaucoup sa belle-mère, qu'il qualifiait de sainte femme. Il disait que ses pommes de terre rôties étaient aussi bonnes que celles de sa propre mère, ce qui n'était pas un mince compliment de sa part. Dans la cuisine, j'aimais bien passer un moment à bavarder avec une jeune bonne Zouïra. Elle ne savait pas écrire et avait demandé à ma mère de rédiger à sa place les lettres qu'elle envoyait à son fiancé travaillant en métropole. Une certaine timidité se manifestait chez elle par une manière de pouffer de rire en mettant sa main devant la bouche, lorsqu'elle était un peu gênée dans une conversation par exemple. Elle nous était très sympathique et des avances sur son salaire mensuel lui étaient volontiers et fréquemment accordées. J'ai retrouvé un petit carnet sur lequel ma mère notait ses avances. Zouïra me disait en plaisantant : « Si tu es pas sage, moi je te rentre la tête dans le mur. » Cela me faisait rire, et je lui demandais de répéter plus d'une fois cette pseudo-menace pendant qu'elle était en train de repasser. Il m'est arrivé d'essayer de monter sur le dos de la corpulente et robuste Fatma pour m'en faire une monture pendant qu'elle lavait le parterre. Ma mère m'en empêchait, mais la femme de ménage lui disait en souriant : « Laisse-le, ça me fatigue pas, ça me fait plaisir. » Elle m'aimait bien, la brave Fatma, et disait à ma mère : « Ton fils, ma parole, je te jure, il en a les yeux comme les olives noires. » Une autre bonne, une européenne, Madame Machard, écoutait aux portes les conversations de mes parents. Un jour, ils parlaient dans le bureau de mon père, qui n'était pas encore notre chambre d'enfant, et ils la virent tout à coup écoutant, le visage contre la porte vitrée de la pièce, grotesque image de la curiosité. Je crois qu'ils la renvoyèrent à la suite de cet incident. Mon père fit appel aussi à un jeune garçon nommé Lounis, venant d'un village du Bled, un peu plus âgé que moi, pour aider à la maison, car mes parents travaillaient ensemble, ma mère assurant le secrétariat et la dactylo au bureau de mon père à Alger. Lounis couchait dans le couloir, sur un lit de camp, replié dans la journée. Il mangeait en même temps que nous, dans la cuisine, sur le potager, et son séjour à la maison lui profita si bien, il avait grossi, que son père vint un jour de sa campagne avec des poules vivantes pour remercier mes parents d'avoir bien traité son fils. Je le revois encore dans le bureau de mon père, assis dans le fauteuil des visiteurs avec les volatiles à ses pieds, attachés par les pattes et la tête renversée. Le fait de manger ensemble nous permettait de parler avec Lounis, et il était assez loquace. C'est ainsi qu'il nous apprit ce qu'il avait entendu se dire dans son village au sujet de la rébellion, les adultes parlant sans méfiance en présence d'un enfant. Il nous avertissait, pour notre bien, que quelque chose se préparait avant le début des premiers événements de la guerre. C'était à la fois une façon de se donner une certaine importance par ce qu'il savait et que nous ignorions, et de nous aider à sa manière, de nous témoigner une sorte de marque de gratitude et de sincère sympathie. Maman n'hésitait pas à se joindre à nous dans le bain. C'est peut-être pour cela que mon père avait fait percer la cloison de séparation avec le WC pour empiéter un peu sur sa surface et ainsi caser une baignoire plus longue. La saillie, maçonnée et peinte, laissait assez de place dans le WC et n'était pas très haute, formant à son sommet une tablette carrelée sur laquelle on pouvait poser le papier de toilette, lequel était surtout constitué de papier journal ou encore de ce papier rose de boucher charcutier, redoutable par ses pliures plus anguleuses. Dans la salle de bain, le bidet était de temps en temps recouvert d'un linge masquant partiellement d'autres linges trempant dans un liquide rougeâtre, quelque chose de mystérieux, me suggérant une inquiétante maladie ou blessure. À gauche de l'entrée de l'immeuble se trouvait le magasin de M. Grandet, électricien et vendeur d'appareils électroménagers. Le soir, nous stationnions souvent devant ces vitrines très lumineuses pour jouer, parler ou lire des bandes dessinées, assis sur la marche bordant le magasin. Je me souviens en particulier de la lecture de Mandrake le magicien.
Un soir, mon père était descendu me chercher armé de sa règle plate d'architecte pour me faire monter dîner, alors que je m'étais indûment attardé en bas avec des copains. À l'époque de Noël, M. Grandet projetait des films burlesques américains, notamment de Chaplin, ou plutôt de Charlot, sur l'une de ses vitrines opacifiées de peinture blanche. Évidemment, tout était inversé gauche-droite, ce qui empêchait de lire les intertitres, quand il y en avait. Mais nous les gosses étions ravis, et nous ne regardions pas à ce détail près. Monsieur Grandet, rapatrié, n'a pas pu retrouver un travail ou un commerce, et s'est suicidé. À droite de l'entrée, il y avait 2 boutiques, celle de Radj d'abord, dont on voit ici le rideau baissé. C'était un marchand de légumes mozabite, dont la famille restait au Mzab pendant qu'il travaillait à Hussein-D. Il couchait et vivait dans son arrière-boutique. Il fut retrouvé mort en travers du trottoir, tué par le FLN ou par l'OS dans les premiers mois de 1962, à l'époque où il fallait enjamber les cadavres de la nuit en sortant de l'immeuble le matin, comme me l'a dit mon père, lorsqu'il accompagnait ma sœur au lycée avant d'aller au bureau. À côté, plus à droite, se trouvait la boutique de l'épicier. Ma mère m'envoyait y chercher du saucisson en tranches, coupé à la demande, ou des sachets de litiné du docteur Gustin, que mon père mélangeait à une bouteille d'eau du robinet pour obtenir une boisson gazeuse que nous aimions bien et qui, paraît-il, était bonne pour la santé. Plusieurs commerçants se sont succédé dans cette épicerie. Je me souviens surtout de l'un d'eux, gros bonhomme lent et peu loquace, à l'élocution hésitante. Les enfants lui achetaient des boîtes de coco, de la réglisse en poudre très forte, des bouteilles de limonade ou de Selecto. À une époque, cette dernière boisson était mise en bouteille très localement, puisque l'opération automatisée était visible de l'extérieur dans un local très vitré, situé à l'angle de la rue de Constantine et de la rue Raymond Poincaré, celle qui montait vers mon école. Ce local, la salle Jacomino, devenu plus tard un restaurant comme on le voit ici, eut d'ailleurs plusieurs destinations. Bar, salle de bal, école de danse fréquentée par ma jeune sœur. Le Selecto était une boisson gazéifiée au goût de pomme, probablement surtout chimique, mais qui nous plaisait beaucoup. L'été, assoiffés par nos jeux et nos courses, nous en buvions à perdre haleine une bouteille tenue au frais dans la glacière. Je me procurais aussi chez l'épicier des photos de stars de cinéma qu'il fallait coller sur un album. En attendant le client, le commerçant lisait des bandes dessinées de petit format, à bon marché, devant son magasin, assis sur un tonneau. Les boutiques de ces 2 petits commerçants faisaient partie du rez-de-chaussée de notre immeuble. Plus à droite, dans la direction du centre de la ville, jouxtant le 91 rue de Constantine, était installée une fabrique de tonneaux, la Francalfu. Une allée centrale montait entre des hangars dans lesquels travaillaient les tonneliers. Mon grand-père maternel, tonnelier, natif du Saint-Dé, mort à la guerre de 14-18, a peut-être travaillé dans cette fabrique. On pouvait entendre, surtout l'été lorsque les fenêtres étaient ouvertes, comme le chant d'un métier, le bruit de la scie électrique découpant les douelles, les coups de maillet mettant en place les cerceaux. Albert Camus a écrit l'un de ses plus beaux textes sur ses ouvriers, Les Muets, l'une des nouvelles de l'exil et le royaume. En allant toujours vers l'ouest, vers le centre du Saint-Dé, on traversait la rue Laure, perpendiculaire à la rue de Constantine. D'un côté, c'était la baraque en planche du marchand de beignets arabes,
On voit sur cette photo que la boutique a été reconstruite en dur. De l'autre côté, l'angle des rues était occupé par le café Crémades ou grande brasserie de l'Hérault, devenu restaurant El Odna, comme le montre cette photo. Quand mon père sortait avant le repas du soir en disant simplement à ma mère « je vais jusque-là » et en prétextant aller acheter des cigarettes, c'était surtout pour prendre l'apéritif au café Crémades et se distraire de ses soucis professionnels pour y trouver une légère euphorie produite par la misette, tout en plaisantant avec les autres consommateurs ou avec Cap à Cap, grand costaud bien nommé parce qu'il s'affrontait un peu avec tout le monde et qui s'occupait des brochettes. Mon père nous avait raconté que, mi-sérieux, mi-plaisantant, il l'avait défié du haut de son 1,69 m et que l'autre avait battu en retraite, probablement ironiquement. Mais mon père, sous couvert de plaisanterie, n'était pas peu fier de son petit exploit. De l'autre côté de la rue Laure, donc, la baraque du marchand de beignets dégageait une odeur délicieuse de gâteaux frits qui avaient aussi beaucoup de saveur. Un jour, mes parents m'offrent un ftaya, gâteau de simple pâte que l'on peut voir ici devant les mains du vendeur, de forme ronde, croustillant en surface et sur le pourtour. Le marchand le perçait d'un trou et l'enfilait sur une tige de fer au fur et à mesure de la cuisson. Ainsi les beignets refroidissaient un peu et une partie de leur huile s'égouttait dans la bassine de friture. L'artisan commerçant les servait entourés d'un papier de propreté qui pompait très vite l'huile. J'avais à peine commencé à le déguster, le tenant certainement de façon trop distraite, lorsqu'un petit arabe se précipita pour me le ravir et s'enfuit à toute vitesse. Dans la rue Laure, tout de suite après la brasserie Crémades, un grand support d'affiches de cinéma avait été érigé. C'était la publicité du Royal, salle éloignée de notre quartier Nouvelle-Ambert. L'affiche évoquait bien sûr le film par l'image plus ou moins stylisée des acteurs. Adolescent, je m'intéressais aussi au nom du scénariste et surtout du réalisateur, noms plus difficiles à lire que ceux des stars. Ces noms étaient écrits en petits caractères, souvent très serrés, selon l'habitude hollywoodienne, car il s'agissait presque toujours de films américains. Au-delà de la rue Laure, j'allais vers le centre du Saint-Dé, vers la place de l'église d'abord, en face de laquelle, de l'autre côté de la rue de Constantine, se trouvait l'école des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, religieuse à Cornette, où je fus élève en maternelle. Une tante de ma mère faisait partie de cet ordre, mais ailleurs en France ou à l'étranger. Et nous allions la voir dans le jardin de l'institution lorsqu'elle venait se reposer à Usendé. En face de l'église, il y avait aussi un marchand de journaux, pour s'approvisionner en Spirou, en Risque-Tout, en albums de Tintin, des Pieds Nickelés, de Bibi Frécotin, de Tarzan et d'autres bandes dessinées. Avant d'arriver à la place de l'église, d'autres magasins m'attiraient, comme celui du marchand de jouets. Je contemplais la vitrine qui était animée à Noël par des automates. On m'acheta dans ce magasin une imposante trottinette avec des roues de grand diamètre dont les pneus étaient gonflables, dans le genre de celle-ci, mais sans frein. Je roulais assez vite sur le trottoir en slalomant entre les passants, ce qui n'était pas apprécié de tous. Dans cette vitrine, j'avais vu aussi un pistolet de cow-boy doré, à rouleau d'amorce et à manche d'os ouvragé, simulé par du plastique blanc. Je le commandais au Père Noël, ainsi que des billes d'agate multicolores. Un peu plus loin, sur le même trottoir, il existait une mercerie-bonneterie très haute de plafond, au point de pouvoir contenir un escalier monumental central conduisant à une mezzanine et voulant rappeler l'architecture intérieure des grands magasins parisiens. La mercerie-bonneterie ferma et le magasin fut repris par un marchand d'électroménager, un métropolitain qui vint loger avec sa famille dans l'ancien appartement occupé par les Touchons et en dernier par les Bastides repartis en métropole. En tant que spécialiste de matériel de télévision, en noir et blanc à l'époque, ce commerçant avait installé un grand poste chez lui, et comme nous n'avions que la radio, il nous invitait, dans les grandes occasions, celles des discours de De Gaulle, à venir écouter et voir ce personnage, toujours un peu plus haï, à chaque prestation par les Français d'Algérie.
Outre son revirement politique, prémédité ou non, concernant le statut de l'Algérie, outre son cynisme et son incompétence à gérer correctement le rapatriement, De Gaulle traita avec mépris les Français d'Algérie de néo-français. Pour lui et les barons du gaullisme, il allait de soi, selon une formule consacrée dans leur cercle, qu'ils étaient ces idiots de pieds noirs, comme l'indique Georges-Marc Benhamou, se référant à l'ouvrage d'Alain Perfit. Brigitte Benkemoun se réfère aussi à Alain Perfit, auquel De Gaulle déclara à propos d'Edmond Jouot « Ce n'est pas un Français comme vous et moi, c'est un pied noir ». Un soir, entre copains, nous étions en train de jouer à un quelconque combat en bas de l'immeuble. Soudainement, le Joe Benedetto me donna un coup de poing dans le ventre qui me coupa le souffle. Je n'arrivais plus à reprendre ma respiration. Nous le savions peu téméraire par ailleurs. L'imaginaire ayant pris le dessus, Jojo put se croire dans une vraie bagarre, sans en assumer les risques. Un après-midi, sur un trottoir de l'impasse, entre le 91 et le 91 bis, à la suite d'un défi entre jeunes coqs, je me battis avec le fils très corpulent du boucher. C'était un match amical, une lutte sans méchanceté, mais il s'agissait tout de même de prouver une certaine supériorité physique. Il réussit à me faire tomber sur le dos et s'assit sur moi pour me maîtriser. Au moment où il croyait sa victoire assurée, je renversai complètement la situation en donnant brusquement un coup de rein qu'il envoya valdinguer par-dessus ma tête. Je fus déclaré vainqueur, ce qu'il accepta avec bonhomie. Un autre après-midi, je traînais avec Félix Lorca, un copain à lui et le fils obèse d'un tripier habitant dans une rue voisine. Allant vers l'est, nous nous retrouvâmes dans le quartier de la Côte-Rouge, dans une sorte de terrain vague, sur une plante herbeuse. Félix et son copain trouvèrent amusant et probablement excitant de faire des olives à l'obèse. Il leur disait « Arrêtez, vous êtes dégueulasses !» Le temps était couvert et un vent maussade soufflait sur les roseaux et les buissons dans ce coin un peu campagnard de la Côte-Rouge. L'odeur nauséabonde de l'arrache, surnommée l'oued merda, parvenait jusqu'à nous. Les galipettes des trois autres ne m'amusèrent pas du tout, et je le leur dis, plaignant ce pauvre gros garçon presque incapable de se défendre, pauvre aussi parce qu'il n'était pas riche, son père et lui, vivant sans épouse et mère, peut-être un peu simple et mal vu par la société. Le jeune, qui ne portait pas des vêtements très propres, essayait tout de même de se faire accepter de camarades de son âge. Le lendemain après-midi, dans la rue, je redis à Félix mon sentiment à ce sujet, sans le ménager, et l'altercation s'envenima au point d'en venir aux mains. Nous avions aussi peur l'un que l'autre de l'issue du combat, mais nous essayions de nous envoyer des coups de poing avec rage. Quelques années plus tôt, j'avais fait moi aussi ma communion solennelle en aube blanche. Une mouche dans une tasse de lait, avait dit mon père, toujours prompt au compliment. L'abbé Scotto était l'initiateur de la démocratisation du costume des communiants.
ce qui était une bonne chose, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique. J'avais dû oublier de me confesser auparavant et ma mère m'avait envoyé voir l'abbé Scotto pour savoir si je pouvais néanmoins participer à la cérémonie. L'abbé m'avait seulement demandé, avec beaucoup de douceur et de mansuétude, si, en somme, je croyais à ce rituel, et je me souviens de ma sincérité en répondant affirmativement. Je me souviens aussi qu'il y avait en même temps quelque chose de théâtral dans ma participation, notamment dans les chants, et que j'avais été très sensible aux cadeaux des parents et amis invités par ma mère. Chaque coup de sonnette était la promesse d'un nouveau présent. Je l'ai déposé sur mon lit qui en était complètement recouvert. Favorable à l'indépendance de l'Algérie, l'abbé Scotto hébergea des membres du FLN dans son presbytère et adopta la nationalité algérienne en 1963. Plus tard, âgé de 80 ans, il était alors à la retraite à Bellecour, il fut interrogé ainsi que d'autres pieds verts par un journal intitulé Sauf erreur interview. À la fin de l'entretien, il constatait « Les Algériens qui me connaissent et même me considèrent comme un des leurs, malgré une différence de religion. Mais, pour un musulman, je reste quand même un infidèle. » Au-delà de la place de l'église, du marchand de journaux et de l'école des sœurs, plus loin que la station-service et que la minoterie Narbonne, et en face de la mairie, se trouvait le Royal, la salle de cinéma la plus éloignée de notre quartier, et aussi la plus grande des 3 salles du Sindé. Tombé en ruine après l'indépendance, le Royal fut reconstruit. Avec mes copains, le jeudi après-midi, nous allions y voir des films de genre d'un peu toutes les époques, surtout américains et bien sûr doublés en français. J'appréciais la mise en route du début de projection assez raffinée, pendant que le rideau qui cachait l'écran s'ouvrait en 2 horizontalement et avec un léger crissement, pendant que les lumières de la salle baissaient lentement, les premières images ou titres commençaient à être projetés, encore flous sur le rideau, puis devenaient nets sur l'écran. En même temps, la musique d'ambiance de la salle faiblissait en un fondu enchaîné sonore, derrière les premières notes de la bande-son du film. Ces prémices du plaisir de cinéma ne pouvaient qu'aviver le désir du spectacle qui était rarement déçu. Dans ce quartier du Sindé, le centre de santé n'était pas très éloigné du Royal, mais de l'autre côté de la rue de Constantine. Nous y étions vaccinés par une même aiguille passée à la flamme, petits Français et petits Arabes fraternisant dans un rituel sanitaire qu'accompagnait le badigeon d'un brun jaunâtre de la teinture d'iode. Elle dégageait une odeur d'angoisse qui me glaçait. Mon oncle Antoine, frère aîné de mon père, habitait un peu plus loin, rue Polignac, à la limite du Sindé, dans le quartier du Ruisseau, où il exploitait une boulangerie avec sa famille tout en travaillant chez Citroën. Il était surtout mécanicien de formation, et le formateur avait été mon grand-père. On pouvait dire de ce dernier avec l'accent de là-bas « Des comme ça on n'en fait plus, le moule il est cassé ». Mon grand-père s'était fait tout seul. À l'âge de 5 ans, il perdit son père, qui était un ancien soldat de Napoléon III, expédié en Algérie après 1870 et devenu bourrelier. Après le remariage de sa mère, qui eut d'autres enfants, il la quitta définitivement à 12 ans, car il n'était pas heureux dans cette famille recomposée. Partant de Djelfa aux confins du désert, il gagna Alger et brûla le bateau pour venir en France. À la suite de rencontres favorables, il apprit le métier du fer et devint compagnon du devoir en sillonnant tout le pays. L'accueil pour le moins chaleureux des mères, à chaque étape, n'était sûrement pas étranger à son regard ardent. À l'issue de son périple, il vint s'installer à Bougie comme métallurgiste, maîtrisant plusieurs spécialités de produits liés au travail du fer et ouvrant un atelier de mécanique à vapeur. Mon grand-père mena la vie dure à son aîné, au point que mon oncle quitta Bougie, sa ville natale, pour venir travailler à Alger chez Citroën.
lorsque, beaucoup plus tard en France, mon oncle, qui était alors à la retraite, vit que j'avais acheté une Citroën GS, ma première voiture neuve. Il l'inspecta en faisant rapidement le tour et, approchant puis éloignant de sa bouche à plusieurs reprises la pointe des doigts joints de sa main droite, il conclut « Ça, c'est de la bonne voiture ». Au carrefour du ruisseau, le pont Polignac permettait d'accéder à la route moutonnière, tandis que la rue de Constantine, prolongée par la rue Sadi-Carnot, passait sous ce pont. C'était le quartier des abattoirs, installé en 1929 près de l'oued Knis. Cet oued, canalisé et souterrain, devint un égout avant de se jeter dans la mer proche. Sur ce plan, son tracé sinueux est indiqué par la succession de petites croix matérialisant la rue de l'oued Knis. Pour cette activité d'abattage, un cours d'eau, un ruisseau en l'occurrence, était nécessaire, ce qui donna son nom au quartier. La route par laquelle les moutons étaient amenés en troupeau à l'abattoir fut, elle, qualifiée de moutonnière. La boyauderie de Madame Borne s'était installée à proximité. Ma mère, qui travailla comme secrétaire dans une boyauderie voisine dans sa jeunesse, écrivit plus tard les mémoires de cette femme d'affaires. C'est au ruisseau que l'armée avait arrêté une foule d'Arabes poussés par le FLN, descendus du haut du quartier, de Kouba, pour faire la peau aux gens du Sindé. Tout près de là, au 213 de la rue Sadi-Carnot, se trouvait la Maison des Jeunes et de la Culture d'Alger, qui me fournit un matériel hors de ma portée, une caméra Pathé Vébo et quelques bobines de 16 mm. Pour disposer de plus de pellicules, je me résignais à filmer en noir et blanc. J'ai trouvé dans cette maison de sympathiques collaborateurs pour réaliser un court-métrage d'après Retour à Tipaza, l'essai d'Albert Camus. Monsieur Youssef Kodja, directeur de cet établissement, me témoigna une grande confiance en me signant plusieurs lettres vierges pour obtenir différentes autorisations. Dans la géographie et la topographie affective du Sindé, les autres membres de ma famille habitaient tous vers le haut de rues montantes transversales à la rue de Constantine. Du côté de ma mère, native du Sindé, ayant habité cette commune toute sa vie, avant le départ d'Algérie, je pense à ma grand-tante Isabelle, celle qui faisait de si bonne coca, sœur de ma grand-mère maternelle. Elle habitait dans le haut de la rue du cinéma L'Étoile, c'est-à-dire rue de la République, sauf erreur. Elle était mariée avec un ancien boxeur qui connut une certaine gloire à Usindé, puis devint entraîneur, si je me souviens bien. Leur petit appartement de 2 pièces, et surtout la salle à manger, salon servant aussi de chambre à leur fils, est resté pour moi le prototype du décor imaginaire de certaines scènes de romans, même étrangers, décor dans lequel j'avais tendance à matérialiser l'intérieur modeste de certains personnages et à situer des actions, surtout fictives, mais aussi quelquefois celles de faits divers. Mon grand-père paternel, le seul que j'ai connu, et sa femme vivaient eux aussi dans un appartement de 2 pièces en haut de la rue Narbonne. En bas de cette rue se trouvait l'ancienne poste, de style pseudo-mauresque. Je n'ai qu'un souvenir de ma grand-mère paternelle. Quand nous venions les voir, elle restait assise au bout de la table de la cuisine, déjà malade et ne pouvant que difficilement se lever. Elle me disait de prendre, dans la partie basse d'un buffet, un bocal de verre au couvercle de même matière, avec une petite anse d'argent contenant des biscuits, et de me servir. Devenu veuf, mon grand-père resta dans cet appartement jusqu'au départ d'Algérie. Il eut une fois un malaise sur son balcon. Il perdit connaissance pendant une durée qu'il ne put déterminer, puis revint à lui sans autre secours. Habitant à une distance voisine de son plus jeune fils, mon père et de sa fille, ma tante Mariette, il se rendait ainsi à pied tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et allait aussi, assez souvent, chez son fils aîné rue Polignac. Je sollicitais mon grand-père pour qu'il nous raconte des histoires vécues dans son enfance ou au cours de sa vie tumultueuse. Comme il avait été gymnaste et avait pratiqué l'escrime,
J'avais insisté un peu inconsciemment pour faire un duel avec des fleuris de roseaux de ma fabrication. Il était déjà assez âgé et l'exercice l'essouffla. Il me revient à l'esprit qu'il m'avait fabriqué une épée et son fourreau tout en bois, qu'il avait peint en blanc, et il avait fixé une attache sur ce fourreau pour le suspendre à une ceinture. Alors que mon oncle Antoine avait des coups simples, ma tante Mariette aspirait au grand monde, tout au moins à une certaine classe bourgeoise. Le dimanche, elle et son mari, mon oncle Grégoire, déjeunaient au restaurant du Jardin d'Essai, où nous étions allés une fois avec eux, mais mes parents n'apprécièrent guère la mentalité de leurs amis. Ma tante affectionnait le bridge et elle était la propriétaire d'un caniche nommé Volt, en raison du pédigré, nous expliqua très sérieusement l'oncle Grégoire. Il y eut des heurts avec ma mère quand les deux belles-sœurs se trouvaient avec d'autres personnes, mais ce serait une autre histoire. Mariette et Grégoire, qui se fiancèrent avant mes parents, les présentèrent l'un à l'autre. Ils se connaissaient déjà de vue, s'apercevant et échangeant quelques regards dans le tram. Ma mère nous avait confié que ce ténébreux et beau jeune homme l'intriguait et l'attirait, mais une présentation officielle était nécessaire pour aller plus loin. Un épisode dramatique reste lié à l'appartement et à l'immeuble de mon oncle et de ma tante. Ma mère et moi nous attendions mon père chez Mariette et Grégoire, où nous étions invités pour dîner. Mon père revenait de Haute-Savoie, où il était allé se reposer, et où j'eus l'occasion de l'accompagner, mais la traversée en avion avait été mouvementée, et il sortit de l'ascenseur encore bouleversé, disant à ma mère, qui l'accueillit et tentait de le réconforter, qu'il avait cru mourir, souffrant d'étouffement. La fatigue qui l'amenait à prendre du repos en Haute-Savoie avait été attribuée à une faiblesse d'un poumon, pour lequel il dut subir un pneumothorax. Il fumait beaucoup, parvint cependant à s'arrêter plusieurs fois, mais la tuberculose était encore une maladie très redoutée. À la maison, par précaution, il fallait éviter de se servir d'un verre ou d'un couvert utilisé par mon père, lequel faisait tout de même remarquer qu'il n'avait jamais craché le sang. Néanmoins, j'ai accompagné mon père plusieurs fois dans ses cures de repos à la montagne. Une fois, ce fut en Algérie, à Amamriga, ou Amamrira. Ce village était un centre de sources ferrugineuses situé sur l'emplacement des aquae-calidés des Romains. Une fontaine faisait jaillir cette eau juste en face de l'hôtel où nous séjournions. Mon père peignait dans la campagne environnante et m'acheta des bandes dessinées pour m'occuper. J'en lisais une assis à une table sous la tonnelle devant l'auberge. Une dame lettrée, tout au moins férue de bon français, qui logeait aussi à l'hôtel avec son fils, me reprit doctement lorsque je dis à celui-ci que j'avais le même illustré que lui. Il ne fallait pas dire le même, mais le pareil. La nuance reste discutable, cette brave dame confondant exemplaire et numéro d'un même illustré, mais toute occasion lui était bonne pour faire la leçon à son petit garçon. Mon école, l'école Trottier, elle s'appelait en fait Paul Langevin, et c'est le nom de la rue où elle se trouvait qui s'était imposé. Pour m'y rendre, j'empruntais une rue montante, la rue Raymond Poincaré. Depuis la rue de Constantine, cette rue montait vers la colline de Couba. Presque à son sommet, elle était coupée par une rue plus importante, la rue Parnay, venant du centre du Sindé et du foyer municipal, dit aussi foyer civique. Des enseignants et plus généralement des fonctionnaires y logeaient. Je croisais de temps en temps Barthélemy à Maingoil, qui arrivait par cette rue en claudiquant avec son minuscule cartable. Je ne l'ai jamais eu comme instituteur, mais une fois sa femme, qui assurait le cours préparatoire, m'avait envoyé lui montrer la nature morte des carottes que j'avais dessinées. Tout en me saisissant par le bout de l'oreille, je ne savais pas encore ce que j'avais fait de mal ou d'insuffisant, il s'adressa à ses élèves pour leur demander « Qu'est-ce que nous aurions ajouté à ce dessin ?» Il fut répondu par l'un de ses élèves ou par lui-même « Les ombres ». Il était donc entendu
que j'ignorais en effet que seuls les grands du cours moyen, ceux auxquels il l'avait enseigné dans sa classe, étaient capables de produire. À propos des dessins qu'on me faisait faire à l'école primaire, mon père disait que l'institution avait déformé ce que je dessinais et coloriais spontanément en m'obligeant notamment à une certaine géométrisation, c'est-à-dire à suivre par exemple les lignes de la page quadrillée pour dessiner une maison. Dans la cour de l'école, à la récréation, nous jouions au noyau d'abricot, en faisant des petits tas qu'il fallait défaire d'un coup bien ajusté avec un autre noyau. La récréation était aussi l'occasion de tchatcher, de se raconter des histoires plus ou moins vraisemblables, ou de se moquer les uns des autres, en particulier sur le thème de nos noms de famille. Dans la rue de l'école, j'avais remarqué un élève qui sortait d'une petite villa située en face. Je trouvais cela pratique d'habiter si près. Moi qui avais toute une rue à monter, il n'avait pas besoin de se lever très tôt, avant 8 heures, pensais-je, et quand il pleuvait, il devait beaucoup moins se mouiller. L'hiver, les jours de pluie, quand je revenais trempé de l'école, ma mère me faisait enlever mon manteau et mes longues chaussettes de laine humides pour les faire sécher devant un large radiateur électrique circulaire. Je restais un moment à m'y réchauffer. En montant la rue Raymond Poincaré, j'observais assez souvent un vieil arabe qui sortait devant sa porte pour égrener son chapelet ou pour faire ses ablutions, avec une boîte de conserve un peu rouillée. Ainsi, tout passant pouvait voir, et notamment ses coreligionnaires, qu'il se conformait bien aux préceptes musulmans. Quand je quittais l'école primaire pour entrer en 6e, je dus prendre le trolley. Je prenais ce trolley pour me rendre, à quelques kilomètres de là, à Alger, au collège du champ de manœuvre. C'était aussi un lycée, mais on n'y faisait que du latin, pas de grec, lequel aurait donné droit, à l'époque, à l'appellation lycée. Le trolley ne passait pas par la rue de Moutonnière, mais par la rue Sadi Carnot qui lui était parallèle. Sur le trajet du trolley qui traversait le quartier des Halles, une enseigne m'a toujours intrigué, au chien qui fume, associé à l'image d'un chien fumant la pipe. La rue était généralement encombrée par les livraisons, envahie par les légumes et les fruits aux couleurs vives. Le conducteur du trolley que je voyais le plus souvent portait un fez, couvre-chef tronconique rouge avec mèche noire, sur un visage large et joufflu, très souriant, peut-être à cause des nombreuses dents en or qu'il arborait. Le receveur délivrait les tickets dans une sorte de cabine ouverte, à côté de la porte d'accès, à l'arrière du véhicule, et criait aux passagers sans aucun souci du pléonasme d'avancer sur l'avant. De temps à autre, il sortait prestement pour remettre en place les perches qui faisaient des étincelles. Avec son uniforme des CFRA, il portait une chéchia rouge, sorte de calotte épousant la forme du crâne jusqu'aux oreilles, plus arrondie que le fez, avec une mèche noire qui retombait derrière. Autant le chauffeur était placide et jovial, autant le receveur était vif, mince et sérieux, très soucieux de bien remplir sa fonction. Je garde aussi le souvenir de l'odeur forte des burnous, surtout les jours de pluie, et de certains arabes accoudés sur toute la longueur de la barre au-dessous de la vitre, ce qui empêchait les autres passagers de pouvoir s'y tenir quand le trolley avait des secousses. En attendant le trolley pour rentrer chez moi après le collège, où je commençais ma première année, je considérais le cadre urbain construit par les Français, les bâtiments, les rues pavées ou goudronnées, les trottoirs, et je me disais naïvement que tout cela ne pouvait disparaître d'un coup, comme si le départ des Français devait entraîner la destruction de tous ces aménagements et constructions. Bien entendu, rien ou presque n'a disparu matériellement. Même si quelques églises ont été remplacées par des mosquées, tout a été récupéré après l'indépendance. Comme le faisait remarquer un architecte algérien dont je n'ai pas retrouvé le nom, les immeubles Napoléon III du front de mer au-dessus du port ne sont pas sans allure. Le chemin de la plage était à l'inverse du chemin de l'école.
c'est-à-dire vers le nord et vers la mer. Après avoir traversé la rue de Constantine, il fallait s'engager dans un chemin goudronné qui lui était perpendiculaire et situé en face de notre immeuble. On longeait d'abord le champ Ségui d'un côté, du nom du maraîcher qui l'exploitait, et de l'autre, à droite, le mur de l'usine Blachère. En été, au bord du chemin, des ouvriers arabes faisaient la sieste à l'ombre de ce mur. On empruntait ensuite la passerelle en enjambant la voie ferrée. Le bois des planches fixées sur la structure en métal, peinte en gris, était devenu grisâtre par les actions conjuguées de la pluie et du soleil. Malgré le bois de ces planches, le bruit de nos pas avait une sonorité métallique. De l'autre côté de la voie ferrée, on redescendait près du cimetière, à un angle duquel une fleuriste était installée dans une petite maison. Avec Tantine, à qui je donnais la main, nous prenions un passage un peu sablonneux jusqu'à la route moutonnière, pavée, qu'il fallait traverser pour atteindre la plage du Piquet Blanc. L'origine de ce nom reste indéterminée. Je me limiterai volontairement à l'explication de ma mère, auteure d'un opuscule sur les Mahonnais du Sindé. Ce nom viendrait de l'implantation de 2 piliers blancs très hauts, reliés à leur sommet par une forme triangulaire. Mis en place par les militaires, ce dispositif laissait la plage accessible aux familles. Pendant les vacances d'été, dans les bonnes années pour le travail de mon père, quand nous ne partions pas en Haute-Savoie pour changer d'air, mes parents louaient un cabanon, c'est-à-dire un logement tout près de la mer. Nous avions délaissé la plage du Piquet Blanc à Usindé, devenue au fil du temps trop proche de l'urbanisation et de l'industrialisation de notre petite ville. Le cabanon était plus ou moins grand, pouvant aller du 2 pièces à la petite villa. Dans ce dernier cas, j'ai connu des maisons dont la terrasse donnait directement sur la mer, bâties sur la plage ou sur des rochers. Lorsque la maison était construite sur le rocher, la petite plage de la crique était quasiment privée en raison de la difficulté d'accès ou de stationnement. Au cours de ces villégiatures, ma mère nous apprenait à manger ce qui était issu de la mer, anémones ou orties de mer en omelette. Cuites, elles perdaient leur pouvoir urticant, algues d'un vert clair comme salade de mer, crabes mangés tout crus, débarrassés de leurs pinces, arapèdes collés aux rochers qu'il fallait détacher de leur support avec une lame, si possible par surprise, car elles y adhéraient très fortement, poulpes que l'on devait battre pour en rendre la chair plus tendre, etc. Quand mes parents étaient jeunes mariés, ils avaient d'abord campé tout au bord de la mer, aux roches noires, se nourrissant surtout de poissons achetés aux pêcheurs de l'endroit, mais ils pratiquaient aussi la pêche nocturne, à la lampe à acétylène, qui dégageait une très mauvaise odeur. C'était une pêche interdite, du braconnage, qui figeait les poissons et les crustacés, fascinés et aveuglés par la lumière. La mer était probablement moins polluée à cette époque, dans les années 30. Mais dans les années 40 et 50, qu'en savions-nous? On se découvrait de temps en temps des taches de mazout sur la plante des pieds. Une pollution plus importante avait dû commencer pendant la guerre, notamment avec les nombreuses destructions de bateaux et d'avions, et se poursuivre après-guerre avec le développement industriel et démographique. Je croyais avoir le souvenir que Camus, à la fin de Retour à Tipaza, parlait d'une vallée heureuse.
En fait, il a écrit « Le secret que je cherche est enfoui dans une vallée d'oliviers, sous l'herbe et les violettes froides. » Pour ma part, je parlerai volontiers du souvenir ou du désir d'une baie heureuse. Mais s'il y avait encore aujourd'hui un secret à trouver ou à retrouver, il ne serait plus à rechercher de l'autre côté de la mer.